Bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Calvé et au nom de l'Association des traducteurs et des traductrices littéraires du Canada, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde virtuelle du Salon du livre de Montréal sur la traduction d'essais au Québec. Alors, on va tenter de faire un tour d'horizon des différents aspects de la traduction d'essais et de l'édition d'essais traduits en compagnie de la traductrice Patricia Reynaud-Desgagnés, du traducteur Jonathan Lamy et de l'éditrice Guylaine Girard. On va d'abord se demander en quoi consiste un essai, puis on va parler du choix des titres à traduire, du processus de traduction comme tel, puis du financement et de la diffusion des traductions, le tout selon les points de vue potentiellement différents d'une éditrice et de traducteur. Je vais ensuite inviter le public à poser des questions aux panélistes. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais quand même vous présenter les panélistes, justement. Alors, on commence par Patricia Reynaud-Desgagnés, qui est anthropologue et traductrice. Elle détient une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal et une maîtrise en traduction littéraire et traductologie de l'Université de Sherbrooke. Elle travaille depuis une vingtaine d'années auprès des Cris de la baie James et a traduit l'essai de Toby Morans intitulé « Attention, l'homme blanc va venir te chercher, l'épreuve coloniale des Cris du Québec ». Chargée de cours en traduction à l'Université de Sherbrooke, elle traduit de l'anglais et de l'italien vers le français. Guylaine Girard, elle, est éditrice. Alors, détentrice d'une maîtrise en études françaises de l'Université de Montréal, elle a travaillé 28 ans chez Fides, successivement comme éditrice, directrice de collection, puis directrice de l'édition, et a longtemps dirigé la collection de livres de poche Bibliothèque québécoise. Elle est aujourd'hui éditrice aux essais pour la maison d'édition XYZ. XYZ. Je pense que je vais dire la dernière phrase du fait du montage. Elle est aujourd'hui directrice aux essais pour la maison d'édition XYZ. Jonathan Lamy, lui, est poète multidisciplinaire, performeur, conférencier, chercheur, critique et traducteur. Poète à tout faire, il a aussi créé des blogs, accompagné des lectures à la batterie ou à la voix et agit à titre de régisseur, de technicien de son et de photographe. Son approche multiple s'appuie sur une longue formation universitaire et s'inscrit dans un esprit profondément do-it-yourself ou DIY. Il a traduit l'essai de Thomson Highway intitulé « Pour l'amour du multilinguisme, une histoire d'une monstrueuse extravagance », publié chez Mémoire d'Encrier et finaliste au prix John Glasgow de 2019. Il a aussi co-dirigé l'ouvrage collectif « Nous sommes des histoires, réflexions sur la littérature autochtone ». Quant à moi, je m'appelle Nicolas Calvé, je travaille en édition depuis le début des années 90 et je suis devenu traducteur littéraire à temps plein en 2009 au terme d'un retour aux études à l'Université McGill. Je me consacre essentiellement à la traduction d'essais sur des enjeux et des idées politiques, l'environnement, les phénomènes sociaux, l'histoire, la culture, l'économie, la vulgarisation scientifique et la philosophie. J'ai traduit jusqu'ici une trentaine de livres qui ont été publiés chez Lux Éditeur, aux éditions du Boréal, aux éditions Éco-Société et chez Multimonde. Et j'ai été finaliste au prix littéraire du gouverneur général 2019 pour ma traduction du livre de Charles Taylor intitulé « L'animal langage, la compétence linguistique humaine ». Alors voilà pour les présentations. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, bon, on parle d'essai, de traduction d'essai, mais il y a toujours la question de c'est quoi exactement un essai, parce que, bon, il y a la question de l'essai littéraire, des écrits journalistiques, des essais politiques, la vulgarisation scientifique. Il y a aussi tout le domaine des sciences humaines avec des ouvrages savants en histoire, en anthropologie, en philosophie et autres sciences humaines en général. Il y aurait aussi le terme anglais fourre-tout qu'on appelle non-fiction, qu'on pourrait peut-être utiliser. Alors, j'aimerais demander dans un premier temps à Guylaine Girard, qu'est-ce qu'un essai selon vous? Oh, la question est formidable. Je l'adore, cette question, en fait, parce que comme éditrice, j'ai beaucoup eu et j'ai encore à expliquer ce qu'est un essai. En fait, j'explique plus souvent ce qu'il n'est pas pour expliquer pourquoi je refuse un manuscrit, par exemple. Car dans le public en général, et chez plusieurs essayistes en herbe qui nous soumettent des manuscrits, la définition de ce qu'est un véritable essai n'est pas très claire. Exemple, on nous soumet souvent des monographies, vous savez, ces études complètes, fouillées, détaillées sur un sujet précis, comme étant des essais, ou encore des mémoires de maîtrise ou des thèses de doctorat. Ce sont souvent des ouvrages très sérieux, fouillés, spécialisés sur une question particulière, mais ce ne sont pas des essais. Si je pousse plus loin mon idée, c'est que l'essai, c'est ce qui devrait venir après l'étude fouillée ou la monographie.
instruit de son sujet, l'auteur prend la plume pour se prononcer sur ce sujet-là, pour aller plus loin et donner sa vision des choses. Un essai, c'est d'abord donc une œuvre de réflexion portant sur un sujet très précis, bien délimité, ou sur des sujets, sur des thématiques. Un essai, ce n'est pas la somme des connaissances sur un sujet, c'est un regard sur un sujet. Dans un essai, on aborde la matière sous un angle très précis, l'angle d'un auteur qui se fait ainsi penseur et guide pour nous guider dans cette analyse. Un essai, ça traite d'un sujet de manière personnelle, donc, dans le même prolongement. L'essayiste juge, examine, soupèse, partage sa science et surtout sa vision du sujet traité, de la question traitée. Un essai peut être polémique, il peut être partisan, mais ce n'est pas obligé. Un essai, c'est plus qu'une monographie ou qu'une étude, ça met en scène aussi une plume, c'est-à-dire que l'essai doit comporter d'indéniables qualités littéraires, il doit présenter une argumentation solide, une approche originale et personnelle, il traite d'un sujet sur un angle et fait voir la problématique autrement. Donc, un essai doit préférablement s'ancrer dans une réalité actuelle ou répondre à un questionnement actuel. Qu'il soit littéraire, journalistique, politique, philosophique, que ce soit un essai de vulgarisation scientifique, l'essai doit comporter une proposition claire et personnelle. Et je dirais plus même, il doit y avoir chez l'essayiste, et c'est là je pense que c'est là qu'on détermine quels sont les bons essais, des moins bons essais, je pense qu'il doit y avoir chez l'essayiste une volonté de faire changer les choses, de contribuer au monde de la pensée pour apporter un éclairage neuf. L'essai s'inscrit en général donc dans une démarche altruiste, une volonté que la réflexion, que sa réflexion puisse améliorer quelque chose, puisse contribuer à faire avancer quelque chose. Dans l'essai, donc, il y a l'affirmation d'un « je », c'est très important. Un « je » qui va faire la part des choses, mais un « je » néanmoins. Au Québec, cet aspect est particulièrement sensible puisque l'essor des essais au Québec est associé à l'émergence et coïncide à l'affirmation d'une identité nationale. On n'a qu'à penser à Pierre Badmoncoeur, à Fernand Dumont, qui sont pour moi, évidemment, et pour nous tous, j'imagine, des grands essayistes phares dans notre littérature québécoise. C'est à peu près comme ça que je définirais l'essai pour nous lancer. Et peut-être une petite sous-question. Est-ce que, parce que je vois quand même que vous avez vraiment une définition très claire et je dirais aussi exhaustive, mais est-ce que la frontière, disons, entre l'essai et la monographie ou l'essai et la thèse est coupée au couteau ou il y a comme une gradation ou un flou peut-être entre ces différents genres? Il y a peu de choses coupées au couteau dans notre, dans notre secteur, dans la littérature. Donc, évidemment, vous devinez bien, je souris parce qu'il y a évidemment plein de zones floues. C'est pas si coupé comme ça. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est une politique éditoriale qui me guide dans mes choix. Mais évidemment, il peut arriver que on me soumette une monographie et que j'y vois un essai. Que je travaille avec l'auteur pour aller chercher où est l'essai derrière ça. Ou dans une thèse ou un mémoire, je suis en train de travailler présentement avec un auteur que je n'aimerais pas, mais qui avait un mémoire qui est très, très jargon universitaire et tout, mais il y avait dans ça un essai tout à coup, dans un dernier chapitre qui commençait, puis on est en train de travailler là-dessus. Donc, évidemment, les autres ne sont pas toujours si clairs que ce que j'ai dit dans mon topo, mais voilà, on joue avec ça. Bon, ben, c'est ça, ça prend quand même un genre de définition vers laquelle tendre idéalement. Voilà. Puis cette question-là de transformer une thèse en essai, je l'ai déjà fait aussi dans un passé d'éditeur, puis c'est vraiment, tout change, l'ordre des chapitres, même partie du contenu qui est éliminé. Oui. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Alors, ben, j'aimerais savoir, ma prochaine question, elle s'adresserait à Patricia Reynaud-Desgagnés. J'aimerais savoir, vous, ben, premièrement, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui vous a amené vers la traduction d'essais. Moi, j'ai trouvé intéressant la réponse de Guylaine parce qu'effectivement, dans ma tête, il y a beaucoup de choses que je considère comme un essai qui ne sont peut-être pas considérées comme des essais chez les éditeurs. Donc, c'est ça qui m'a amené à la traduction d'essais. En fait, c'est que moi, je suis anthropologue depuis 2000 environ, là, que je travaille, je fais des contrats en anthropologie. Puis en 2009, j'ai décidé de retourner aux études parce que pour le plaisir de perfectionner ma passion des langues, c'est en italien, en espagnol et tout ça. Puis pendant mon bac en langue moderne, j'ai fait des cours de traduction, comme cours complémentaires, puis je me suis découvert une passion pour la traduction, puis je me trouvais bonne là-dedans. Et puis, dans le cadre d'un cours, j'ai traduit une partie du livre de Sabine Moran, justement. Et puis là, c'est ça, ça m'a amené à la maîtrise en traductologie, tout ça. Et j'ai proposé le projet auprès de l'Université Laval, de traduire au complet, et puis ça a été accepté. Donc, c'est de fil en aiguille, c'est ça qui
m'a amené à la traduction d'essais. OK. Puis maintenant, j'aurais une question pour Jonathan Lamy. Bonjour, Jonathan. Vous qui écrivez et traduisez principalement de la poésie, quel regard portez-vous sur l'essai et sur la traduction d'essais? Oui, je suis un grand lecteur d'essais aussi, grand lecteur de poésie et grand lecteur d'essais. J'ai beaucoup aimé cette idée d'une démarche altruiste. Je pense que je trouve ça intéressant pour l'essai littéraire. Il y a souvent, peut-être pour poursuivre dans la définition, c'était un propos qui venait de Paul Chamberlain, justement, qui faisait la différence entre la prose d'idées et l'essai qui serait un travail conjoint de la pensée et de l'écriture. Et donc, moi, c'est ma définition plus raccourcie de l'essai littéraire. Et on parlait de thèse de doctorat plus tôt. Et donc, c'est aussi un peu comme ça que j'ai commencé à traduire, parce que dans ma thèse de doctorat, il y avait beaucoup, l'appareil critique était beaucoup anglophone, donc des cultural studies, des performance studies, des native studies, donc tout ça était en anglais. Il y avait aussi des poèmes en anglais, donc je me suis mis à traduire des poèmes et des passages d'essais pour ma thèse, pour offrir les citations aussi en français. Donc, ça s'est un peu fait un peu en même temps. C'est sûr que c'est un autre... en poésie, il y a moins de mots. Ça, c'est assez clair, mais c'est aussi, je trouve, ce travail conjoint de la pensée et du langage qu'on peut retrouver à la fois en poésie et en essai. Donc, c'est deux... pour moi, s'il y a il y a beaucoup de voisinage ou de complémentarité ou de passage entre l'essai et la poésie. Il y a des essais que j'aime, on dirait que c'est presque des poèmes déguisés. Si on lit Pierre Ouellette, par exemple, c'est un essai, mais c'est un long poème. Et beaucoup de poèmes aussi qui réfléchissent. Aussi, si on lit Roberto Juarez, on est en train de lire un essai aussi. Parlons justement du rôle ou de la fonction de l'essai dans la société. Guylaine, vous avez parlé d'altruisme, une idée qui a été reprise par Jonathan. Donc, ça fait appel à la fonction. C'est pourquoi faut-il publier des essais et lire des essais selon vous? Je commencerai par Guylaine, mais j'aimerais entendre le point de vue de chacun et chacune d'entre vous là-dessus. Mais le rôle, je l'ai un peu abordé aussi parce que ma définition de l'essai était très large tout à l'heure, mais l'essai, donc, c'est un texte argumentatif qui porte sur la réalité, la société, les enjeux actuels. Donc, l'essai doit pouvoir nous donner, lecteur, un éclairage subjectif et partiel sur un sujet, mais il doit opérer aussi un certain focus sur ce sujet pour vraiment nous donner aussi le champ de réflexion autour de ce sujet-là. L'essai doit donner à réfléchir. Il réfléchit, il apporte une réflexion, mais il doit aussi provoquer une réflexion. Donc, il faut ouvrir le sujet aussi. On n'a pas toutes les réponses dans un essai. On ouvre la réflexion. L'essai doit exposer des idées, en discuter, argumenter, sous-peser. Un très bon essai peut même contribuer à changer la société ou à renouveler de façon importante la perception qu'on a d'une problématique. Donc, un essai, ça s'inscrit dans l'histoire de la pensée aussi, ou bien dans l'actualité d'un débat. Il y a deux façons d'intervenir, si on veut. Son rôle, c'est de développer une réflexion, donc, qui apportera sa pierre à l'édifice de la pensée. Une réflexion qui contribuera aussi à éclaircir un peu un enjeu, de faire avancer le débat ou de faire réfléchir ses contemporains. Dans un essai, il y a un contexte aussi dans lequel s'inscrit la réflexion. Il y a des thèses qui sont mises en présence dans l'argumentation et il y a des moyens que l'essai met en forme pour communiquer. L'argumentation, la narration, la description, le dialogue, le discours critique, etc. Tous ces éléments-là, s'ils sont bien maîtrisés, augmenteront le pouvoir de changement d'un essai, son rôle d'éclaireur, sa fonction de réflexion. Le rôle de l'essai, sa fonction, c'est de débattre, de remettre les pendules à l'heure, de faire évoluer une problématique, de dénouer des nœuds, de faire évoluer la pensée. C'est bien dit. Et vous, Patricia, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que justement, c'est de rendre accessible le résultat, des réflexions sur des recherches. Des fois, pas souvent, les essais qui m'ont marqué, moi, dans les essais que je trouve fondamentaux dans mon domaine, c'est le résultat d'une vie d'études, de dizaines d'années d'études sur un sujet ou de réflexion sur un sujet, puis ça aboutit à un essai au bout du compte après. Donc, c'est des ouvrages, je trouve, fondamentaux il faut que ça soit diffusé. C'est pour la diffusion des connaissances sur un sujet donné. En tout cas, moi, je parle toujours dans le domaine de l'anthropologie, c'est là que j'ai vu ça le plus
à l'œuvre, là. Et puis, la problématique aussi du fait que ces essais-là ne soient pas traduits, ça fait en sorte que, par exemple, tous les essais de Rémi Savard qui n'ont jamais été traduits, donc sa pensée que je trouve qu'il devrait être connu internationalement, ben, connu au Québec, par les francophones. Donc, on va revenir plus tard sur la traduction des essais, là, mais c'est un peu ça. Et vous, Jonathan, sur le rôle de l'essai dans la société? Oui, ben c'est important justement parce que des fois, les savoirs peuvent rester un peu en vase clos au sein d'un même département presque. Et donc, je pense que c'est surtout, on essaie de penser, il y a des choses qu'on essaie de penser présentement. Il y a comme une urgence de penser le racisme, de penser la décolonisation, de penser tout ça. Et à ce moment-là, l'essai peut avoir un grand rôle parce qu'il y a il y a certains discours critiques ou certains milieux où ce discours-là peut être plus avancé, où il peut y avoir eu plus d'écriture sur tel ou tel sujet. Donc, la littérature autochtone en est un exemple. Aux États-Unis, au Canada, donc anglais, il y a des départements, il y a des essais sur la littérature autochtone. Au Québec, on n'a pas encore beaucoup d'essais de ce côté-là. Donc, la traduction peut venir aussi stimuler un débat par rapport à un sujet. Donc, ça amène du neuf, ça amène un peu de l'eau au moulin, ça amène des concepts qui peuvent nous aider à penser localement certains enjeux. Donc, c'est un peu pour ça qu'on avait fait l'anthologie Nous sommes des histoires, réflexion sur la littérature autochtone. Et comme on ne pouvait pas tout traduire, par exemple, des essais de Lee Maracle et compagnie, c'est un projet un peu particulier. Donc, on a construit une anthologie pour la faire traduire. Autrement dit, c'était une anthologie qui n'existait pas. On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être pertinent dans le contexte québécois à propos de la littérature autochtone? On a choisi quelques textes, ça n'a pas été évident. Et puis, on s'est dit, OK, parfait. Puis ensuite, on va traduire ça pour contribuer au débat ici, contribuer à la réflexion sur la littérature autochtone. Bon, bien, merci. On va maintenant passer au deuxième volet de la discussion. C'est plus sur la question de la sélection des essais à traduire. Donc, on va s'en tenir plus à la traduction comme telle. Là, on va peut-être laisser de côté les essais qui seraient déjà en français, par exemple, pour une maison d'édition française ou un auteur français, je veux dire francophone ou un auteur francophone. Alors, donc, évidemment, première question recoupe un peu des choses qui ont déjà été dites, mais là, je m'adresserai dans un premier temps à Guylaine Girard, plus nommément chez XYZ. C'est quel type d'essai que vous publiez chez XYZ et comment vous sélectionnez vos projets de traduction au-delà de ce que vous avez déjà dit et selon quels critères? Bien, on sélectionne, d'emblée, je vais dire qu'on sélectionne nos projets de traduction d'essais de la même façon qu'on sélectionne nos essais québécois. Je veux dire, c'est les mêmes critères, c'est notre politique éditoriale. Donc, on essaie de trouver ce qui répond à notre politique, soit chez nos auteurs ou chez les anglophones ou ailleurs. Nos essais chez XYZ, en fait, sont relatifs. On publie des essais relativement courts. Je commence par un nombre de pages assez intéressant, une discussion intellectuelle, mais ça suit ce que je disais au début, c'est qu'au fond, un essai doit aller directement à son sujet, doit avoir un angle très précis et pas nous donner la totalité d'un sujet, mais vraiment nous donner un angle. Donc, ça se traduit aussi dans un format d'essai. Donc, je dirais. Donc, nos essais sont des essais écrits par des spécialistes, une question des experts, qui sont appelés à vulgariser une question actuelle ou une problématique pour le grand public. Et ce sont des essais portant sur des questions touchant à des enjeux de la société actuelle. Je donne des exemples de thèmes, la médecine de rue, l'intelligence artificielle, l'égalité des sexes, le territoire, l'environnement, la crise climatique et beaucoup d'autres. Nos choix sont donc d'abord guidés par cette politique éditoriale très précise. L'actualité des enjeux traités est certainement un des critères phares qui nous guide. Évidemment, le prestige, la notoriété ou le réseau de l'auteur compte également, parce que si c'est un intervenant, si un essayiste, il devrait avoir déjà une notoriété publique ou en serait capable d'intervenir sur la sphère publique. C'est d'abord aussi la grande compétence d'un auteur pour son sujet qui prime. Donc, compétence se déclinant sur différents modes, son expérience, ses recherches, son savoir, sa pratique professionnelle.
je dirais aussi que comme chez YZ, comme YZ, pardon, est avant tout une maison d'édition littéraire, il va sans dire que nous privilégions les essais qui mettent de l'avant une écriture maîtrisée, créative, littéraire. Ou comme on dit dans le jargon éditorial, on cherche une voix, on cherche des voix. Voilà, c'est à peu près. Bon, et vous, Jonathan et Patricia, est-ce que les traductions que vous avez publiées, il y en a parmi celles-ci c'est vous-même qui avez pris l'initiative de proposer le projet à une maison d'édition ou c'est la maison d'édition qui vous a embauché, entre guillemets, pour faire la traduction? Patricia? OK. Moi, j'en ai pas des tonnes encore, là, mais comme je vous disais, pour le livre de Toby Moran, c'est moi qui ai proposé la traduction auprès de l'Université Laval qui a été acceptée. Et puis, présentement, je suis en train de traduire un livre d'un professeur de l'Université de Moncton sur l'histoire des Acadiens. Ça, c'est Septentrion qui m'a contacté pour... en fait, c'est l'auteur qui m'a contacté pour me demander si je voulais faire cette traduction-là. Donc, mais il y a d'autres propositions que j'ai faites en cours de route à des maisons d'édition, mais sans suite, jusqu'à maintenant. Donc, mais là, je comprends mieux en écoutant Guylaine, peut-être les raisons qui ont fait en sorte. Mais c'est ça. Non, c'est que je pense que depuis, en fait, auprès de l'Université Laval, tout de suite après la publication de White Man's Gonna Get You, j'avais proposé Bringing Home Animals de Adrienne Tanner, qui est aussi, qui a peut-être trop de pages, par exemple, il y a presque 300 pages, mais c'est aussi, je trouve, un ouvrage fondamental en anthropologie qui n'a jamais été traduit. Et puis, mais on m'a répondu que depuis 2017, au Conseil des arts, les essais ne sont plus financés, la traduction d'essais. Donc ça, je pense que depuis ce temps-là, c'est un gros problème, je pense, pour les éditeurs pour accepter aussi les traductions d'essais. En tout cas, pour les traducteurs, ça en est On va en parler de la question du Conseil des arts et du financement parce que en fait, ils financent certains essais puis peut-être pas d'autres, puis ils tracent peut-être une ligne, puis c'est cette ligne-là qu'on ne sait pas trop se situe où parfois. Okay. Et vous, Jonathan, est-ce que c'était votre initiative ou on vous l'a demandé? Oui, c'est une belle histoire. Je suis allé voir une conférence de Thomson Highway à Montréal, à Oboro, puis il lisait un petit livre dont je n'avais pas eu connaissance qui s'appelait Imagining Multilingualism. Et puis, comme je travaille un peu pour ma mémoire d'encrier, j'ai approché Rodney en lui disant ça serait parfait pour la collection Cadastre, qui est une petite collection d'essais chez Mémoire d'encrier. C'est Thomson Highway, c'est drôle, c'est brillant, ça change le monde, c'est irrévérencieux et ça serait pertinent dans le contexte québécois montréalais. Et moi, je ne l'avais pas proposé pour le traduire moi-même. J'avais proposé en disant, je pense que Mémoire d'encrier devrait le faire. Puis là, Rodney m'a dit, tu traduis, toi, tu devrais le faire. Alors, Rodney, c'est comme ça que je suis devenu traducteur. Rodney a fait de moi un traducteur d'essai. Donc, j'y ai quand même pensé un petit peu. Je me suis dit, OK, c'est pas un essai qui est très long. Alors, je me sentais confiant de le faire sans trop me casser la gueule. Et puis, je pense que j'ai réussi à le faire de façon créative. Alors, c'est intéressant parce que ce qu'on voit chez vous deux, Patricia et Jonathan, c'est qu'il y a vraiment comme un lien entre votre engagement, je dirais peut-être poétique dans votre cas, Jonathan, et scientifique ou anthropologique dans votre cas, Patricia, il y a comme une continuité finalement de votre travail de traduction et cet engagement-là, ou cet engagement qu'on pourrait qualifier de professionnel ou artistique ou je ne sais pas comment le nommer, mais engagement quand même. Et quand même parce que souvent, par exemple, moi, ce qui me concerne, je suis plus un mercenaire dans le sens que je ne traduis que des projets qu'on me confie parce que je vis de ça, je traduis à temps plein. Et par contre, il y a quand même un lien dans la mesure où les sujets et les éditeurs avec lesquels je travaille et les sujets sur lesquels je travaille dans mes traductions sont liés à mon intérêt quand même pour les questions d'ordre sociologique, culturel et aussi par un désir de changer le monde que j'ai toujours eu plus jeune puis qui peut-être est un petit peu plus canalisé maintenant
disons, dans ma façon à moi de contribuer au débat public en traduisant des livres sur des enjeux qui peuvent ressembler là, à ce que Guylaine a nommé tantôt pour contribuer à la société. Alors, c'est très intéressant quand même de vous entendre vraiment, de voir ce lien-là entre engagement et traduction. J'aurais une question encore, une couple de questions encore pour Guylaine, parce que bon, c'est toujours intéressant de parler à des éditeurs pour voir un peu, parce que les traducteurs, on est toujours comme un peu comme à la merci des éditeurs, je dirais, ou dans leur ombre, en quelque part. Ben, dans l'ombre, peut-être pas, parce que c'est vrai qu'on est plus, non, c'est vrai que l'éditeur est plus dans l'ombre au niveau de son nom, mais au niveau, je dirais, du processus, on est un peu comme, tu sais, c'est pas nous qui faisons les demandes de subvention, qui faisons la mise en marché, etc. Et là, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà connu un succès de librairie avec un essai traduit? Et est-ce que c'était un succès que vous anticipiez ou est-ce que c'était une surprise? Ça m'a fait. Non, j'ai ouvert mon micro, oui. Ça m'a fait sourire cette question-là, surtout l'aviez-vous anticipé ou était-ce une surprise? Je crois qu'il est toujours difficile de prévoir le succès, comme l'insuccès d'ailleurs d'un livre, quoique toujours confondu. Et c'est particulièrement vrai pour un essai, parce que depuis le début, je répète que l'essai doit prendre ancrage dans la réalité actuelle et ses enjeux. Alors, un éditeur d'essai doit faire preuve d'un bon flair pour sentir le pouls de la société, sentir ce qui est ou ce qui deviendra le sujet de l'art. J'ai cherché un peu des succès. On parlait vraiment d'essais en traduction, j'imagine. Donc là, j'avais moins d'historique chez Siraxiel puisque je suis là depuis 2 ans seulement. Je peux vous dire que, par exemple, la notoriété participe beaucoup à un succès de librairie. Je pense aux essais de Jean Désy, par exemple, qui sont toujours des textes très exigeants, philosophiquement très poussés, mais qui ont un public fidèle et tout. Mais si vous allez me permettre, pour parler donc d'essais en traduction, je vais me référer plutôt à 2 cas que j'ai vécu chez un autre éditeur avant, qui datent un peu, mais c'est pour montrer, en fait, on avait publié une conférence de Charles Taylor, on l'a évoqué tout à l'heure, Charles Taylor, Malaise of Modernity, qui a été traduit par Grandeur et misère de la modernité, qui était une conférence massive, vous savez, les Massey Lecture Series, excusez-moi, moi j'ai un accent anglais épouvantable, mais bon. Donc, il avait publié cette conférence et Fides publiait des conférences de Massey quand elles correspondaient au programme. Et on savait que c'était un grand penseur, surtout reconnu et connu du côté anglophone, évidemment. Et on savait qu'il y aurait une reconnaissance intellectuelle, de peut-être un peu d'estime au Québec. Mais un succès de vente en librairie, ça, c'était vraiment une belle surprise. En fait, il y avait une excellente traductrice dans ce projet-là qui a beaucoup contribué aussi à recréer en français tout ce beau texte de Charles Taylor. C'est le livre d'un grand penseur et c'est avéré être un de ses classiques aussi. Donc, c'était une conférence qui est devenue un classique et très bien construit et tout. Donc, il y avait les éléments, mais ça a quand même été une surprise à ce point-là. Ce livre a connu différentes éditions sur différents formats. Il est maintenant en livre de poche et disponible sur différents formats. Donc, c'est avéré un classique. C'était une belle surprise. Je pense à un autre livre qui s'intitule Suite pour violoncelle seul, en quête d'un chef-d'œuvre baroque, qui est écrit par un auteur qui s'appelle Éric Sibline. C'était un essai très original, une approche très originale sur la réception et l'histoire de l'interprétation du chef-d'œuvre de Bach. C'est comment on interprète un chef-d'œuvre, comment on décrète qu'une œuvre est un chef-d'œuvre, comment elle parcourt l'histoire et comment on la répète encore aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un essai très intéressant. Il y a eu Éric Sibline avait eu un succès retentissant avec cet essai du côté anglophone. Et parfois, le succès retentissant de l'édition originale ne se répercute pas sur la traduction, mais cette fois-ci, ça avait bien marché. D'autant que l'auteur s'exprimait en français. L'auteur a contribué à la promotion du livre et tout ça. Ça a beaucoup aidé. Il a même contribué au travail de révision de la traduction. Alors, vous savez, les traducteurs, quand on peut avoir cette richesse de pouvoir échanger avec l'auteur, ça fait toute la différence. Et là, ça fait toute la différence pour l'éditeur aussi qui a pu profiter d'Éric Sibline dans les médias, quoi, de sa présence. Et même si c'était un petit peu un anglais c'était charmant et tous les gens l'ont trouvé absolument charmant. Donc, ça a été vraiment un grand succès. Encore une fois, un livre qui est dans plusieurs formats. Donc, mais c'était difficile à prévoir, en tout cas. C'était des belles surprises. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple, vouloir publier un essai en traduction, mais de ne pas pouvoir le faire, par exemple, parce qu'un autre éditeur avait obtenu les droits avant vous ou les droits n'étaient pas disponibles ou quelque chose comme ça? Ça vous est-il déjà arrivé? Oui, ça s'est arrivé. La vitesse de réaction quand on a des grands essais. Vous savez, on avait publié chez Fides un essai de David Suzuki
l'équilibre sacré, si je me souviens, ça remonte à loin. Et ensuite, M. Suzuki a écrit un merveilleux livre sur les arbres, sur la nature, passant par l'arbre et tout ça. Donc, et nous, on a réagi un petit peu lentement. Il s'est trouvé qu'il est allé ailleurs. Et parce que David Suzuki, évidemment, il y avait une course folle parce que c'est quelqu'un de très connu, qui avait cette notoriété à la télé et tout, mais qui est comme essayiste et comme penseur, il est très reconnu aussi. Donc, il y avait une course comme ça. Moi, j'ai pensé à un autre, quand vous m'avez posé ces questions-là, je pense à d'autres cas qui nous obligent à refuser, à ne pas acheter de droit d'un livre qui nous intéresse. Je pense à un cas très récent, en fait, un livre qui s'intitule Invisible Woman. Data Bias in a World Designed for Men, donc Femme invisible, si je fais une traduction libre, excusez-moi, traducteur. Alors, Femme invisible, biaiser les données dans un monde conçu pour les hommes. Donc, c'est vraiment un ouvrage formidable, un sujet actuel. On parle d'égalité des sexes, mais d'une façon totalement originale, en parlant du design et de l'architecture qui est plus conçue pour les hommes que pour les femmes. Et ça ouvre, en tout cas, c'était absolument génial et très intelligent. Malheureusement, les données économiques, les politiques nationales municipales, les conditions sociales et communautaires, les exemples tirés de la vie quotidienne, tout dans ce livre émanait d'une réalité toute britannique. Et une adaptation si large du propos semblait pratiquement impossible sans dénaturer l'essai. Donc, c'est donc une question d'adaptation qui a mis le frein à cet achat de droit. J'ai même cherché à trouver un essayiste québécois pour réfléchir à un livre qui traiterait d'un sujet équivalent dans la réalité canadienne et québécoise. Donc, explorer avec quelqu'un si un tel exercice de réflexion pouvait se faire. Donc, ça vous donne comme quoi ouvrir ses yeux sur d'autres livres à l'extérieur. Donc, ça nous donne aussi des idées. Il faut connaître le marché presque mondial dans les essais pour pouvoir développer un catalogue. Puis est-ce qu'il y en a un essai traduit que vous regrettez d'avoir publié? Non, ça, c'est fait partie des questions, ça. Non, je ne me suis même pas posé la question, mais rapidement, non, ça, c'est assez rare, ça. Ça peut pas... Parce que, je vais vous dire pourquoi c'est même plus rare dans les traductions, parce que l'éditeur, il pense à 2, 3 et 4 fois avant de s'embarquer dans une aventure de traduction, parce que vous comprenez, on va en parler plus tard, le financement n'est pas facile. C'est très, très, très cher. C'est des lourds coûts financiers de traduire et de réviser. Toute la chaîne de traduction est plus lourde, disons. Donc, c'est sûr que quand on se lance, on essaie de bien supposer nos choses. Donc, en principe, on devrait moins se tromper. Je comprends. Alors, on va maintenant passer à la troisième partie de cette discussion. On va parler de traduction maintenant, nommément, donc de traduction d'essai, bien sûr. Alors, ma première question s'adresse à tout le monde, mais j'aimerais d'abord entendre Patricia. Selon vous, quelles sont les qualités d'un bon traducteur ou d'une bonne traductrice? Je pense justement, quand j'ai vu la question, je pensais à quand j'ai traduit justement The White Man's Gonna Get You, j'étais très contente d'avoir tout le bagage que j'avais en anthropologie parce que je pense que je m'en serais jamais sortie. Donc, ça prend une bonne connaissance du domaine. En tout cas, une grande curiosité sur toutes sortes de domaines pour pouvoir aller s'informer parce qu'il faut beaucoup lire et s'informer autour pour ne pas s'en tenir aux textes qu'on traduit. Là. Donc, on devient un peu un spécialiste de tous ces textes, de tous ces sujets qu'on traduit finalement. Donc, ça prend des gens très curieux et très minutieux, le souci du détail. On ne peut pas tourner un coin rond ou passer par-dessus un mot rapidement parce qu'on n'a pas totalement compris ce qu'il y avait en arrière de ça. Donc, ça prend aussi de l'investissement de temps parce qu'il y a beaucoup de recherches, moi, que je fais dans les traductions, des recherches en parallèle, comme pour aller chercher les citations, par exemple, originales dans les relations des Jésuites, parce qu'ils ont été traduits en anglais, alors qu'ils ont déjà été, l'original est en français, donc ça prend, il faut plus investir dans ce qu'on fait. Et puis, cette compréhension-là, cette curiosité-là, ça fait qu'on va aller chercher toute la charge culturelle, sémantique derrière un mot, une expression, ce qui n'est pas écrit finalement. Donc, je pense que c'est ça les principales qualités là, pour traduire un essai. Et vous, Jonathan, avez-vous quelque chose à ajouter sur qu'est-ce qu'un bon traducteur? Je suis d'accord avec ce que ma collègue a avancé. Je pense qu'il faut aussi être patient, surtout et pas vérifier, contre-vérifier, surtout quand il y a des enjeux autochtones aussi. Donc, dans le passage,
le livre de Thomson Highway, c'est un livre sur le multilinguisme, donc il y a des mots endénés. Donc, c'est de prendre le temps, de demander à quelqu'un de vérifier pour ne pas être perdu dans la traduction aussi. Ça, c'est un défi quand il y a aussi plus d'une langue. Traduire de l'anglais au français, bon, ça va, mais quand il y a des mots d'autres langues, des langues non occidentales, des langues autochtones, ça peut compliquer les choses. Puis je pense que de bien maîtriser le contexte, c'est effectivement essentiel, puis de le rendre pour que ce soit cohérent aussi avec le propos, pour pouvoir pour que ça passe en français aussi, même si les références sont d'un autre milieu, les titres de livres cités, par exemple. Donc, tout l'appareillage critique, ça, c'est assez compliqué. Ça peut être compliqué à traduire pour que ça soit agréable aussi à lire, puis qu'on ne perde pas le fil. Et vous, Guylaine, vous embauchez des traducteurs. La question se pose, je dirais, assez souvent pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment choisir un bon traducteur ou une bonne traductrice? On a 2 excellents traducteurs parce que les réponses étaient absolument complètes, mais je peux peut-être dire dans mes mots, au fond, reprendre un peu ce que tu disais aussi, Patricia et Jonathan aussi. Donc, une grande culture générale, ça il va de soi. Je le demande même chez mes réviseurs et mes correcteurs d'épreuves. Je dis, quand on intervient sur le texte de quelqu'un d'autre, et ce n'est pas toujours un sujet qu'on maîtrise, il faut au moins avoir une certaine base de culture générale, ou en tout cas aller vérifier, avoir la rigueur d'aller vérifier après. Et comme Patricia disait, une culture particulière, une connaissance spécifique au sujet, ça c'est très important parce qu'il y a des questions de terminologie, de connaissance des termes spécifiques, ne serait-ce que ça. Un essai portant sur la musique fait appel à une certaine terminologie qu'il faut quand même un peu maîtriser. La notoriété, les prix, reconnaissance d'un traducteur dans un domaine spécifique. On dirait le succès d'un traducteur dans un domaine spécifique. Je vous cite un exemple. On est en train de traduire un livre qui s'appelle All Our Relations. Et on a choisi Catherine Egault, vous connaissez sans doute cette traductrice qui a eu certains succès, entre autres, qui a gagné le prix du gouverneur général pour un livre, un essai portant sur les Premières Nations. Donc, All Our Relations, ça porte sur en fait, une problématique de suicide chez les jeunes des Premières Nations. Et on parle de plusieurs communautés, Premières Nations et tout ça. Donc, un langage, comme tu disais, Jonathan, c'est très... Il faut vraiment faire attention aux termes, être très respectueux aussi de dire les bonnes choses. Donc, la rigueur de Catherine, sa connaissance du sujet et sa grande rigueur de recherche, tu le disais tout à l'heure, Patricia, il faut beaucoup faire de recherche en traduction, trouver les ouvrages originaux, se donner la peine d'aller chercher les citations, d'aller vérifier toutes sortes de choses. Même cette rigueur-là, cette capacité d'analyse-là, je dis même qu'elle est presque au niveau de l'auteur. Et parfois même, c'est parce qu'il faut être capable de détecter, même de corriger des choses dans un essai. Il peut avoir tout à coup une petite maladresse que les réviseurs, correcteurs de l'édition originale n'ont pas vue. Il faut être assez allumé. Ça m'arrive très souvent, moi, que j'ai des traducteurs qui vont à Catherine est pas mal là-dessus. En faisant des recherches, je me rends compte que telle statistique n'est pas tout à fait exacte. En tout cas, bref, moi, j'aime travailler avec des gens qui sont compétents et qui finissent leur geste, comment dire, qui font l'ensemble de la chose. Et évidemment, le respect total face au texte. On n'est pas là pour se faire valoir, on est là pour faire valoir un texte devant nous. C'est très important aussi. Puis est-ce qu'il y a des critères peut-être plus prosaïques comme le respect des délais ou je dirais la qualité du français écrit au niveau de donner le job aux réviseurs, etc.? Évidemment, si la traduction est bien menée, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une traduction qui va comme ça et qu'on essaie de rattraper avec avec une révision de traduction, ça c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment choisir bien les gens qui y travaillent. Je sais pas. J'essaie de rattacher avec votre question là, en disant... non, moi, c'est juste pour savoir, c'est parce que je me mettais de votre point de vue de personnes qui embauchent des traducteurs. Donc, si le traducteur, par exemple, ou la traductrice respecte tous les critères qui ont été énumérés par Patricia et Jonathan et par vous, mais au-delà de la question de la qualité de l'écriture et du respect des délais, bien, ça va être super respectueux pour le texte en langue de départ, mais comme peut-être pour l'éditeur, puis ça peut être problématique parce que vous avez aussi des engagements. Ben voilà, là-dessus que je voulais revenir, c'est sur le respect des délais. En fait, oui, on est engagé par contrat, en fait, avec l'éditeur original. Donc, on a des délais, des choses annoncées, et avec le Conseil des arts, les subventionnaires, et avec l'éditeur original. Donc, on sait souvent, parce qu'on sait que les traductions, bon, c'est du long terme, parfois ça peut être un travail très, très long aussi.
entre la traduction et le livre publié. Donc, on essaie de... on donne souvent des dates de publication dans 1 an, dans 2 ans, mais il faut respecter ces délais-là. Donc, c'est important, évidemment, d'avoir des gens qui respectent Oui, je comprends. les échéances. Ouais. Maintenant, ma prochaine question s'adresse à nos 2 traducteurs, puis peut-être même que j'y répondrai à mon tour ensuite, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question-là. C'est quand on traduit un essai, est-ce qu'il faut accorder la priorité au fond ou au style et selon quels critères? Alors, je commencerai par vous, Patricia, s'il vous plaît. Ben moi, je pense que au final, c'est davantage au fond que j'accorde de l'importance, mais le style est très important aussi parce qu'il faut que la lecture soit fluide, ça ne rebute pas le lecteur, évidemment. Mais je pense que le gros du travail est pour que le fond corresponde, le contenu là, soit vraiment corresponde à ce qui est dit dans le livre. Puis parfois même, je dirais que le traducteur arrive à être... par exemple, je pense à un tableau que j'ai eu à traduire dans le livre de Morantz où elle a seulement copié d'une archive un tableau des articles échangés dans les postes de la Baie James des années 1800. Et puis, elle n'était pas vraiment au courant mais il fallait que je le traduise, moi, chacun des articles. Donc, elle ne peut pas m'aider sur ce que c'était vraiment parce que elle a seulement recopié le tableau. Alors, il a fallu que je fasse des recherches avec un archéologue spécialiste des postes de presse à la Baie James, savoir GANCAP, c'était quoi? C'était les capitaux. Ça prenait un spécialiste des armes à feu, de la technologie des armes à feu de ce temps-là. C'est un tableau sur lequel j'ai passé 2 semaines, mais pour traduire chaque thème. Mais c'est important pour moi de le faire. Mais c'est dans le sens que je pense que c'est sur le fond que le gros du travail est fait. Après ça, je pense que ça prend aussi une capacité, une facilité à écrire, là, sinon, ça n'en sort pas non plus. Là. Donc, c'est important que le texte soit fluide et tout, mais je pense qu'il y a moyen, par la traduction, d'améliorer un texte souvent aussi. Parce que, on va revenir. Oui, on va revenir là-dessus, OK. Alors, Jonathan? OK, oui. Jonathan? Ben, je pense que oui, la forme est aussi importante, ça c'est sûr. Puis je dirais peut-être pas tant entre le fond et la forme, mais le ton. Je pense qu'il y a souvent, les essais ont un ton. Il faut on peut pas passer à côté, on ne peut pas le dénaturer. Donc, s'il y a une dimension humoristique, s'il y a une dimension tragique, si c'est plus, comment je dirais, parfois les essais sont un peu plus racontés, un peu plus oral. C'était le cas pour Thomson Highway, c'est un discours, donc il faut que je reste dans le discours, puis il fallait que je le passe au gueuloir pour voir si ça marchait, si ça se disait bien. Donc, je pense qu'il y a ça qui est aussi important. Je suis tout à fait d'accord, il faut vérifier, contre-vérifier. Parfois, puis oui, Catherine Egault est impitoyable là-dessus. Elle contre-vérifie tout. C'est tout à son honneur, effectivement, mais je pense que le ton, ça, c'est quelque chose. Surtout pour l'humour, des fois, le langage est plus académique, des fois, il l'est moins, et on ne peut pas rendre un essai plus savant qu'il l'est si le ton est plus personnel, par exemple, ou au contraire, le rendre trop personnel alors que c'est quelque chose le ton est neutre, le ton est plus didactique peut-être. Donc, ça prend aussi une très grande attention de ce côté-là parce que ça peut bouger aussi. C'est toujours un peu sérieux. Parfois, il peut y avoir un jeu de mots, mais là, faut pas c'est pas que du comique non plus, c'est de l'humour. Alors, des fois, suivre le ton et puis être conséquent avec ce ton-là et aussi avec les variations internes du discours. Ça aussi, ça demande une belle attention puis une forme d'altruisme. Je reviendrai. Il faut que si l'essayiste est altruiste dans son travail, il faut que le traducteur le soit aussi. Ouais, je comprends. Mais moi, dans mon expérience, je dirais qu'il y a des livres, en tout cas, je vais d'ailleurs arriver à cette question-là là, après, c'est qu'il y a certains livres pour lesquels le fond, il y a quasiment juste le fond qui est important dans la mesure où
l'auteur du texte n'a pas nécessairement une plume particulière, il veut vraiment expliquer quelque chose. Fait que dans ce temps-là, moi, je vais plus prioriser, mettons, la fluidité du propos, tu sais, la clarté du propos, sans trop me préoccuper de ces maladresses d'écriture. Par contre, il y a d'autres livres que j'ai traduits. Par exemple, je pense par exemple à Naomi Klein, l'essayiste canadienne. Elle a vraiment un style familier. Tu sais, elle écrit comme un journaliste de terrain, puis elle a comme un côté casual, comme on dit en anglais. Fait que ça c'est évident que quand je traduis un livre de Naomi Klein, la question du style est beaucoup plus importante, par exemple, que, mettons, si je traduis un livre de Noam Chomsky, qui, lui, est assez scolaire, puis, dans le fond, l'idée, c'est juste de rendre son propos clair en français pour que le monde comprenne. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment du cas par cas, mais c'est très important ce que vous avez souligné quand même, Jonathan, parce que c'est ça, il faut, dans le fond, être dans le même état d'esprit que l'auteur qu'on traduit. C'est ça qui est super important. Fait que là, ben justement, je comprends que vous n'avez pas encore nécessairement traduit beaucoup d'essais, mais peut-être qu'il y a eu des passages dans ce que vous avez traduit qui ont correspondu à ma prochaine question. Ça vous arrive-tu, pardon, vous arrive-t-il, devrais-je bien prononcer, de traduire des vous arrive-t-il de traduire des essais plus ou moins mal écrits ou plus ou moins mal édités? Puis qu'est-ce que vous faites dans ces circonstances-là? Puis je pourrais aussi poser la question à Guylaine, mais je ne voudrais pas qu'elle me réponde d'un point de vue d'éditrice, mais plus du point de vue de ses traducteurs et de ses traductrices. Qu'est-ce que vous faites quand vous tombez là, sur des passages ou des livres carrément mal foutus, mais quand même pertinents? Patricia. OK. En fait, j'ai jamais eu à traduire des essais vraiment mal écrits, là, mais c'est les universitaires ou les chercheurs, parfois les écrivains, ceux qui écrivent des essais, c'est pas nécessairement des écrivains, en fait. Ça écrit comme Toby Moran, mais c'est des gens qui ont écrit beaucoup dans leur vie, je pense. Donc, c'est quand même, en général, assez bien écrit. Mais il peut y avoir des tics de rédacteurs ou des façons d'écrire qui sont des pronoms avec le référent qui est un paragraphe plus haut là-dessus, on sait trop de quoi qu'on parle, des choses comme ça. Donc, qui rend la lecture un peu confuse. Mais moi, dans ce temps-là, je me gêne pas pour améliorer l'écriture, en fait, là, parce que je pense que l'important, c'est que ça soit clair pour le lecteur, que ça soit fluide. Et puis, c'est arrivé aussi qu'il y a des erreurs, carrément, comme Guylaine disait, Catherine Niveau qui mentionnait certaines erreurs, donc des erreurs de date dans un événement que j'ai noté dans le livre de Moran, puis j'étais bien contente que je l'ai trouvé, finalement, pour la traduction. Ou dans le livre d'histoire que je suis en train de traduire, il y a un concept de climatologie qui a été... l'auteur a fait une erreur sur le concept. En tout cas, bref. Mais tout ça, c'est sûr qu'il ne faut pas se gêner pour le corriger. Et puis, pour le livre de Moran, il y avait les mots écrits en cri, par exemple, où c'était un peu un orthographe oral, si je peux dire. Là, il n'y avait pas vraiment de dictionnaire. Quand elle a écrit son livre, il n'y avait pas encore de dictionnaire qui avait été fait par la commission CRI, la commission scolaire CRI, qui avait été publiée, où il y avait une standardisation de la graphie des mots. Donc, mais là, j'ai demandé l'autorisation à l'auteur, mais on a changé tous les mots CRI pour correspondre à cette version du dictionnaire-là, à l'avancée des recherches, finalement, Donc, c'est ça, mais je pense qu'au bout du compte, les auteurs sont assez contents de ça, finalement, parce que, en tout cas, moi, les commentaires que j'ai eus de Toby Moran, c'est que, elle peut lire le français, c'est intéressant aussi. Elle avait l'impression que, finalement, son livre était plus agréable à lire qu'en français qu'en anglais, donc c'est quand même... c'est une belle flatteur pour Et vous, Jonathan? On est content dans ce temps-là. Et vous, Jonathan? Je travaille aussi un peu comme éditeur, donc la pression, la tentation de changer certaines choses, des fois, est grande. Moi, j'essaie de respecter le plus possible, et puis je me dis que s'il y a des maladresses, elles vont avec le propos, elles vont avec le livre, puis le but, c'est pas de rendre ça parfait non plus, c'est de le traduire.
de le rendre... Il faut que ça marche en français. Donc, si c'est pas parfait en anglais, que ce soit pas parfait en français non plus, moi, ça me gêne pas tellement. OK. Il y a des difficultés, c'est que des fois aussi, quand il y a plusieurs langues, et puis des fois, il y a surtout du côté autochtone, et puis c'est un défi auquel on a beaucoup réfléchi avec Jean-Pierre Pelletier qui a traduit notre anthologie « Nous sommes des histoires », c'est que parfois, c'est écrit en anglais, mais ça peut être pensé dans une autre langue. Et ça, on retrouve ça aussi chez les auteurs créoles, c'est-à-dire que c'est écrit en français, mais la pensée n'est pas française. La pensée, la construction de la pensée, elle est en créole, ou la construction de la pensée est en cri. Et donc, il y a vraiment, il faut le penser, il faut essayer de garder cette pensée-là en traduisant. Donc, ça aussi, c'est un défi et parfois, il ne faut pas l'aplatir, là, je pense. Ah non, je Donc, comprends. là, en poésie, j'ai traduit une autrice d'Irlande du Nord et là aussi, l'anglais est différent. Et donc, il fallait pas que je pouvais pas rendre ça propre, si on veut. C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas nettoyer Non, ben c'est là, vous soulignez un des rôles quand même du traducteur et de la traduction, c'est l'idée justement de créer des ponts entre les différentes cultures, de créer des fenêtres sur d'autres cultures. Puis cette question-là que vous venez de soulever, d'après moi, est centrale par rapport à ce rôle-là de la traduction. Et vous, Guylaine, est-ce que vos traducteurs vous ont déjà fait part de textes mal écrits ou mal édités dans lesquels ils sont intervenus ou ils vous ont fait part de leurs interventions? Je réfléchis depuis tout à l'heure, puis il ne me vient pas d'exemple précis. En tout cas, d'essais qui étaient complètement mal écrits, qui posaient problème. Là. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend le temps de bien choisir, on essaie de bien faire nos choix. Mais dans le particulier, dans certains chapitres, à l'intérieur du texte, effectivement, on peut nous signaler des choses, mais en fait, je prends exactement la même réponse que Jonathan. Je pense que on achète des droits sur un essai, on le prend comme il est, puis on essaie de faire le mieux possible pour qu'il soit bien compris dans la langue, mais avec un respect de ce qui est fait. Donc, s'il y a des petits défauts, évidemment, des erreurs, il faut les corriger, on s'entend bien, mais il faut y aller. C'est une question de respect. Je pense que c'est le mot-clé, respect du texte initial. Puis essayer de... Puis la chose la plus difficile, c'est ce que disait aussi Jonathan, c'est de coller au style, ou en tout cas redonner l'effet créé par le texte dans la langue en français. Tout ça, c'est très difficile. Donc, il faut des grandes capacités de rédaction chez le traducteur, des grandes capacités littéraires, d'écriture. Parce que il y a une reconstruction souvent, il y a toutes sortes de choses à faire. Mais d'abord, moi, je pense qu'il faut vraiment respecter, puis colmater des petites choses qui iraient moins bien, mais le faire dans un respect du texte initial. Je comprends. Mais en fait, moi, si je vous posais cette question-là, c'est que dans mon expérience, c'est sûr que moi, il y a un certain nombre d'auteurs et de livres que j'ai traduits qui sont écrits pas nécessairement dans la perspective littéraire d'un essayiste, mais plus, disons, dans la perspective de quelqu'un, mettons, qui milite pour une cause ou qui veut faire avancer une cause, que ce soit l'écologie ou autre, ou des textes qui ne sont pas des thèses ou des monographies, mais qui ont été écrites par des universitaires. Et moi, ça m'arrive quand même souvent d'intervenir. Je ne vais pas intervenir de mon propre chef, je vais mettre ça en commentaire pour l'éditeur, mais de dire, regardez, là, ça se peut pas, il vient déjà de le dire 3 paragraphes plus haut, son truc est mal structuré. Je fais des commentaires éditoriaux parce que la personne qui a écrit le livre, à la limite, n'est pas un écrivain. Cela dit, moi je te dirais, ma critique par rapport à ces livres-là, elle ne va pas tant sur la personne qui l'a écrit que sur l'éditeur. Parce que pour moi, un livre que tu as entre les mains, qui est imprimé, que tu as acheté à la librairie puis qui est mal écrit ou mal foutu, c'est pas de la faute de l'écrivain, c'est de la faute de l'éditeur qui n'a pas fait sa job. Et là, dans ce cas-là, moi, ce que je constate souvent dans les livres un petit peu plus longs, c'est que plus tu avances, moins l'édition est bonne parce que c'est comme ils ont tellement d'ouvrages, ils ont tellement de travail qu'à un moment donné, ils finissent par tourner coin rond en disant à page 263, tu sais, sur un livre, mettons, de 400 pages. Et moi, c'est là-dessus que j'interviens, évidemment, avec la permission de mon éditeur. Et si l'auteur est vivant, disponible, on va demander la permission de l'auteur. Mais j'ai en tête, par exemple, un livre que j'avais traduit sur la géographie. Puis c'était vraiment, le gars écrit vraiment en jargon universitaire. Et en général, bon, les traductions de l'anglais vers le français, le texte va être plus long en français qu'en anglais. Mais finalement, le texte que j'ai remis à l'éditeur était plus court qu'en anglais, tellement il y avait de répétitions, de redondances, etc. Fait que dans ce sens-là, moi, je crois, malgré que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, je crois nécessaire d'intervenir dans ces circonstances-là.
Oui, et c'est de l'ordre. Et là, c'est parce que il faut dire aussi, peut-être que je parlais plus de l'essai littéraire. Oui, je comprends. Évidemment, tous les autres essais qui interviennent sur une question de société ou quoi que ce soit, mettons l'essai savant, l'essai technique, il y a différents niveaux d'intervention. Évidemment, quand ça ne se joue pas sur la langue, mais sur le fond, je pense que c'est très bienvenu. Moi, j'aime bien travailler avec des traducteurs qui me font des bulles, qui font en dehors de la révision comme telle, qui attirent mon attention sur des choses comme ça et qui, un essai qui serait, en même temps, je dis ça, puis quand on achète des droits et tout ça, des fois, il y a des essais qui sont formidables, qui sont des formidables idées de livres, mais qui sont mal travaillées par l'éditeur ou par l'auteur, je ne sais pas ce qu'on va dire. On va mettre la faute sur l'éditeur parce que il faut guider l'auteur. Hein? C'est notre métier de le faire. Donc, des livres qui sont... C'est très enrageant pour nous de voir tout à coup une idée formidable, mal menée. Alors, on va dire non et on va essayer de trouver comment on pourrait faire ça avec nos auteurs. En tout cas, bref, c'est très frustrant de voir ça. Et ces livres-là, souvent, j'en ai refusé, moi, des livres qui étaient des superbes idées, mais qui étaient pas récupérable parce que je veux respecter le texte. Je ne veux pas recréer un texte que j'aurais voulu. À ce moment-là, je vais le faire, je vais le commander, je vais moi-même aller initier un projet chez moi. Je ne vais pas comprendre. Oui, je comprends. Patricia, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ben je pensais parce qu'il est arrivé quelque chose d'assez particulier pour la traduction du livre de Toby Moorman. Chaque fois que je parlais chez l'écrit, en fait, que je suis en train de traduire ce livre-là, pas chaque fois, mais en tout cas, ça a eu quelques fois où on me disait tout de suite, mais comment tu vas traduire le titre? Le titre choquait quelque part. Les gens ils réagissaient à ce titre-là, c'est malgré qu'ils appréciaient l'ouvrage et tout ça. Et donc là, j'ai fait mes recherches sur ce que ça voulait dire, en fait, d'où ça vient. Elle l'explique dans son livre, d'où ça vient, mais l'expression originale crie pour dire cette menace-là que les parents faisaient aux enfants, pour si t'es pas sage, l'homme blanc va venir te chercher, mais que c'était Cuchipueo. C'était la figure de Cuchipueo. Puis en faisant une recherche là-dessus, ça pouvait être l'homme blanc, mais c'était beaucoup plus large que ça. C'est un concept beaucoup plus large que ça. Et j'ai proposé à Toby Moorman de mettre ce terme-là, d'insérer ça dans le titre, plutôt que de mettre l'homme blanc va venir te chercher. Cuchipueo va venir te chercher, donc pour rendre un peu toute comment je peux dire ça, la complexité du terme, là, plutôt que juste le réduire à l'homme blanc. Bien évidemment, ça n'a pas été accepté par l'éditeur, mais c'est avec l'accord de l'auteur, finalement, qu'elle était bien d'accord avec ça. Elle avait eu du pédartorde aussi avec son titre et tout ça. Donc, mais je pense que ça peut aussi être le rôle du traducteur de faire cette proposition-là, même si ça changeait le titre, là, mais pour être mieux respecter finalement le sens. D'accord. Bon. Alors, on va passer maintenant au dernier volet de notre discussion, de notre table ronde. Alors, c'est sur la question du financement des traductions et de la diffusion. Je commencerai par une question. Enfin, je vais peut-être juste faire un petit rappel pour le public. C'est que, bon, les traductions d'essais et de livres en général au Canada peuvent bénéficier de subventions qui paient l'ensemble de la traduction. Donc, il y a des fonds pour ça à Patrimoine Canada qui sont gérés par le Conseil des arts du Canada. Et il y a aussi pour les ouvrages savants ce qu'on appelle le prix d'auteur pour l'édition savante. Et il y a aussi d'autres traductions qui vont être publiées sous forme de partenariat entre différents éditeurs de différents pays ou sous forme de coédition, différents projets de montage financier. Donc, je commencerai ma question à notre éditrice. Je commencerai par une question à notre éditrice Guylaine Girard. Est-ce que vous pensez qu'il est plus difficile d'obtenir du financement pour la traduction d'un essai que pour celle d'un roman? Oh, difficile question. Bon, au Québec, tu l'as dit, Nicolas, la source principale de financement pour la traduction, c'est d'abord la subvention provenant du programme d'aide à l'édition savante, d'aide à la traduction, d'aide à la traduction du Conseil des arts. Le Conseil des arts, c'est le Conseil des arts, hein, un programme donc axé d'emblée sur les arts et donc plus enclin à subventionner évidemment d'emblée le roman, qui est une œuvre de création artistique, que l'essai, qui appartiendrait exclusivement au monde des idées. Par exemple, on a de cesse de redéfinir les catégories des essais au Conseil des arts, ce qui a pour conséquence directe de définir quels seront les essais admissibles à la subvention et donc lesquels ne le seront pas.
Et donc, ça a une incidence directe sur nos programmes et nos choix éditoriaux. En 2018, pour donner cet exemple-là qu'on évoquait tout à l'heure, le Conseil des arts avait changé, par exemple, sa façon de définir l'essai littéraire. Comme un essai qui devait avoir des qualités littéraires indéniables, un peu floues, et qui portait sur l'art. En fait, c'était le seul type d'essai admissible au programme du Conseil des arts. Donc, cette catégorisation-là a porté beaucoup à débat, parce qu'elle excluait d'emblée tous les essais portant, par exemple, sur les questions de société, sur les questions sociales, politiques. C'est plus le cas. Le Conseil des arts déclare. Mais d'ailleurs, dans sa fenêtre d'ouverture, ils doivent avoir senti l'eau chaude un peu, mais en tout cas, déclare maintenant qu'ils acceptent les essais sans aucune restriction quant au sujet abordé. Le seul critère étant, entre guillemets, les œuvres sont évaluées en fonction de leur mérite artistique. Ça reste encore un peu difficile, accessible pour l'essai, mais en tout cas, il y a une volonté. C'est vrai que, de nature, le genre roman-récit est beaucoup mieux défini que le genre essai. Parce que le genre essai est souvent un fourre-tout, on l'a évoqué tout à l'heure, où tout peut apparaître, un livre pratique, un livre de développement personnel. C'est sûr que ça n'aide pas à créer des politiques de financement claires pour aider l'édition du véritable essai. En plus, au Canada, on l'évoquait même au début de la rencontre, du côté littérature francophone, on travaille avec des catégories très générales, fiction, non-fiction. Et du côté francophone, on décline beaucoup nos catégories en une panoplie de termes qui définissent mieux les particularités des genres littéraires. Mais ceci dit, ça ne facilite pas le travail du Conseil des arts qui doit manœuvrer dans tout ça et nous faire des lois et des règles qui répondent à tous ces marchés-là. Le Conseil des arts et d'autres organismes voient dans un certain type d'essai une opportunité aussi d'aller vers l'autre. Hein, les anglophones, francophones, Premières Nations, les peuples, les premiers peuples. Les essais portant sur des questions autochtones et sur les diverses communautés canadiennes trouvent une oreille attentive. Et ça contribue à augmenter considérablement le nombre de publications, plus particulièrement le nombre d'essais portant, par exemple, sur les Premières Nations, contribuant ainsi à faire avancer la réflexion sur les Premières Nations et à provoquer une prise de conscience, à faire avancer les idées. Donc, on voit bien que les incitatifs au niveau des subventionnaires ont un impact direct sur les publications et donc sur les livres qui seront traduits. Oui, parce que là, on ne parle pas de type d'ouvrage, on parle plus du sujet ou du contenu de l'ouvrage. Mais là, ça va avec la politique qui a été mise en place récemment au Conseil des arts par rapport au rapport avec les Premières Nations. Fait que c'est sûr que en fait, ce que ça fait, c'est qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, puis il y a beaucoup d'incertitudes, finalement, de ce point de vue-là. Quand on demande des subventions pour un essai, il faut toujours avoir beaucoup de conversations pour être certain qu'on rentre vraiment dans les bonnes catégories. Donc, on se sécurise comme ça pour être certain que l'essai en question est bien compris comme étant un essai littéraire, etc. Je comprends. Et est-ce que, selon vous, là, je pose la question un peu à tout le monde sans trop savoir à qui elle s'adresse, est-ce que vous croyez que la rémunération des traducteurs de livres, essais compris, évidemment, est adéquate? Est-ce que vous croyez la subvention suffisante, par exemple, pour permettre à quelqu'un de vivre de son art? Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à ça? C'est plus au traducteur de... Oui, c'est ça. Oui. En pensez-vous? C'est sûr qu'il y a des tarifs. L'important, c'est qu'ils sont, disons, corrects. Encore faut-il les respecter. Dans le cas des projets subventionnés par le Conseil des arts, c'est le cas. Dans le cas d'autres projets, des fois, on nous dit peux-tu traduire ça? On a tant d'argent, puis ça finit par pas faire très, très cher. Alors, mais en littérature, c'est jamais des gros montants pour les écrivains. Pour le marché de l'essai non plus, on n'est pas dans des gros chiffres nulle part. Il n'y a pas d'adaptation au cinéma. C'est pas un milieu qui est très lucratif. Et donc, je pense que c'est pour... Les éditeurs ne font pas beaucoup d'argent, les traducteurs ne font pas beaucoup d'argent, les auteurs non plus. Sauf exception, là. C'est pas le milieu le plus lucratif, mais en même temps, d'où l'importance des subventions pour soutenir la pensée, soutenir l'échange. Et puis, donc, on s'est rendu compte aussi là, qu'il fallait qu'on réfléchisse au sujet des Premières Nations puis du colonialisme canadien. Puis la plupart des maisons d'édition qui publient de l'essai au Québec sont allées chercher un titre, en ont publié un. Et puis à ce moment-là, ça a un impact parce que c'est pas seulement les éditions en Anorak qui vont aller publier des essais, c'est tout le monde à ce moment-là. Là, ça fait un changement. Avez-vous quelque chose à ajouter, Patricia, au sujet de la rémunération? Ben, c'est ça que ça dépend. Il ne faut pas que le livre soit trop gros, en tout cas, ça c'est sûr, parce que même au Conseil des arts, il y a un plafond, il y a un maximum. Là, je pense que plus que 300 pages, ça commence à être moins payant. Là. Et puis,
C'est ça, ben, comme le livre que je suis en train de traduire, c'est un prof universitaire, donc lui, il faut qu'il ait accès à des fonds de recherche là, pour compléter le montant, parce que l'autre partie, c'est l'aide aux éditions savantes, là, aux auteurs, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est une partie seulement, quelque chose comme ça, 12 000 là. Mais le reste, ça prend des chercheurs, des professeurs qui ont accès à d'autres fonds, là, parce que sinon, effectivement, c'est des projets qu'on fait par passion, puis on récolte un peu du pourcentage des ventes peut-être après. Mais si je peux me permettre d'ajouter mon grain de sel sur cette question-là, en fait, parce que bon, moi je ne vis que de ça, je ne fais que ça, traduire des livres à temps plein à l'année longue. Puis j'ai eu quelques creux là, ça fait 11 ans que je fais ça. Puis, c'est sûr que s'il n'y avait pas les subventions du Conseil des arts, je ne pourrais pas faire ça dans la mesure où probablement que les 3/4 des livres que j'ai traduits ont été financés par cette subvention-là. Cela dit, de fait, là, je suis quand même un revenu correct, mais moi, ce que je trouve étrange, c'est que la subvention n'augmente pas. Autrement dit, ça fait 11 ans que je fais ça, puis ça fait 11 ans que je suis payé le même tarif au mot. Je ne comprends pas pourquoi ça n'augmente pas, mais en même temps, comme on est rare, les gens qui font ça à temps plein, on ne peut pas vraiment faire de revendications syndicales, entre guillemets. On est comme un peu à la merci des négociations qu'il y aurait, par exemple, éventuellement entre notre association de traducteurs ou entre les regroupements d'éditeurs et le Conseil des arts, par exemple. Fait que on est un peu dans le flou par rapport à ça. C'est difficile de dire, OK, dans 5 ans, je vais-tu encore gagner la même affaire que je gagnais il y a 5 ans? Puis pour ce qui est des projets qui ne sont pas subventionnés, il y a comme un genre je dirais, de modus operandi quand l'éditeur fait un montage financier pour financer un projet de traduction qui n'est pas subventionné, il va me payer quand même le même tarif. Il va tenir compte du tarif du Conseil des arts pour établir la façon dont je vais être payé. Alors, en gros, la plupart des éditeurs font, je crois, effectivement, on s'aligne toujours sur le tarif annoncé et officiel du Conseil des arts. C'est ça. C'est vrai, j'avais quand même ajouté ma petite pierre parce que au début, c'est vrai que ma position d'éditrice, c'est de dire ça coûte cher les traductions. Mais si je me transpose de l'autre côté, ça coûte cher dans un devis prévisionnel d'un livre. Disons, le coût de traduction dans une production d'un livre est quand même majeur. Mais en même temps, si je me mets du côté, par exemple, vous, Nicolas, qui vivez de ça, ben, en même temps, on ne peut pas. C'est sûr que quand je donne 15 000 ou 20 000 sur une traduction, je trouve ça c'est un gros montant, mais un traducteur ne peut pas traduire 10 livres dans une année. Là. C'est long, une traduction. Peut-être que, je ne sais pas, on peut en faire 3, peut-être 4. Moi, en moyenne, j'en fais 3, moi. Ben voilà, alors on se retrouve vraiment avec, c'est une autre paire de manches, c'est pas un si gros salaire, puis c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression, et souvent, c'est pas souvent facile parce que vous avez différents éditeurs qui vous commandent des choses, j'imagine, donc là, les échéanciers des uns embarquent sur les autres. C'est pas simple. Donc, j'avoue qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup d'espérance quand on est traducteur. Mais c'est sûr que du côté de l'édition, l'éditeur, si les subventions à la traduction n'existaient pas, on ne pourrait pas non plus. Je comprends. Ce ne serait pas facile d'intégrer des traductions. Non, c'est ça, mais c'est une chance qu'on a au Canada. D'ailleurs, je vais revenir sur cette question-là tout à l'heure, mais là, j'aurais une petite question avant à poser que j'aimerais poser à Patricia, qui est anthropologue, à laquelle vous avez répondu un peu tantôt, mais j'aimerais ça peut-être vous entendre un petit peu plus en profondeur là-dessus. Donc, on dit souvent que la traduction littéraire jette un pont entre les cultures. Alors, est-ce que cette remarque s'applique aussi à la traduction d'essais, selon vous? Ben oui, tout à fait. En fait, je pense que la traduction d'essais, c'est ce qui nourrit, entre autres, les étudiants universitaires. Puis, moi, j'ai remarqué, en fait, en anthropologie, qu'il y a des chasses gardées académiques, là. Les spécialistes des Inuits sont à l'Université de Montréal, les spécialistes d'écrit à l'Université McGill, puis ça publie en français d'un côté, en anglais de l'autre. Mais il n'y a pas vraiment d'échange, comme disait Jonathan tout à l'heure, avec les universitaires qui se passent aux États-Unis, par exemple. Là, ça serait bien des échanges entre universités. Donc, et puis, juste pour même des gens qui s'intéressent au sujet, là, qui se sentent visés par le sujet d'un ouvrage. Joséphine Bacon qui disait à Radio-Canada, Rémi Savard m'a redonné mes mythes fondateurs, José Maillot m'a réappris ma langue et Sylvie Vincent m'a redonné mon histoire.
ce sont trois personnages très importants dans ma vie. Natacha Canetti-Fontaine, qui disait dans le Coué, je te salue, qu'elle écrit avec Denis Élise Deschards, que c'est le livre de Rémi Savard, La forêt vive, qu'elle a appris beaucoup sur elle-même, sur sa personnalité, sur les limites de son peuple. Donc, ça, c'est accessible aux Inuits qui parlent français, mais je veux dire, il y en a aussi des anglophones qui n'ont pas accès à ça. Là, donc, pour seulement la connaissance de leur propre culture, c'est des ouvrages fondamentaux. Le livre de José Maillot sur les Inuits de Chichachit sont anglophones, beaucoup, qui n'a jamais été traduit en anglais. Donc, je pense que, puis il y a sûrement des cris qui s'intéressent aux Inuits, des Inuits qui s'intéressent aux cris. Je pense que c'est, oui, les échanges, la traduction est très importante. Voulez-vous ajouter quelque chose sur ce sujet-là, Jonathan, même si vous en avez un peu parlé tout à l'heure? Bien, il reste des livres à traduire, je pense. Oui, ça c'est... Voilà. On n'a pas fini. Oui, d'accord. Fait que, ben, dans le fond, je vais peut-être amalgamer un peu les dernières questions, pas tant parce qu'il nous manque de temps, parce que j'en ai absolument aucune idée s'il nous manque de temps, mais c'est juste que je trouve que ça va ensemble. C'est que, bon, comme depuis tantôt, on parle des subventions qui permettent à des traductions d'exister, ça permet à des idées de circuler d'une culture à l'autre ou d'une aire linguistique à l'autre, mais au Canada, ces subventions-là se limitent aux langues officielles et aux langues autochtones et aux auteurs canadiens. Or, la littérature en général et l'essai en général dépassent de loin les frontières canadiennes. Alors, d'après vous, quelles sont les conséquences de ces limites-là? Je commencerai par Guylaine. Oui, je ne connais pas toutes les conséquences, mais c'est sûr qu'il y a certainement là-dessus, on le dit d'emblée, il y a un certain repli sur la littérature d'ici. Donc, ça crée un certain repli sur la littérature canadienne. C'est un bien ou un mal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que... Et je trouve ça particulièrement triste, par exemple, dans le cas des essais, parce que c'est les idées des penseurs du monde. Je veux dire, les idées, on est un petit village là, dans le monde entier, puis il faut peut-être avoir accès aux pensées puis aux avancées des autres. Donc, je trouve qu'on va retrouver en traduction, traduit par d'autres, ou traduit et retraduit différentes éditions, mais il y a certainement une fermeture, disons, qui est peut-être un peu triste dans le cas des essais. Et quand on décide, un éditeur décide de traduire un livre étranger, un essai étranger, bien, on va y aller avec des valeurs sûres qui s'apparentent à des best-sellers. Donc, parce que les coûts liés, je l'ai dit à la traduction, sont énormes. Donc, encore là, les essais n'ont pas le haut du pavé dans les best-sellers. Puis si on arrive là, bien, c'est pas sûr qu'on... publier des best-sellers, c'est pas une façon de faire de l'édition nécessairement non plus. Donc, il y a vraiment un problème d'accès et on trouve d'autres manières de le faire. Là, je ne vais pas glisser sur la prochaine question, mais on... Oui, bien justement, oui, je vais glisser, allez-y, parce que la question, en fait, la prochaine était de savoir est-ce que vous publiez parfois des essais qui sont traduits d'une autre langue que l'anglais ou, mettons, que les langues autochtones du Canada? Oui, j'ai un exemple actuel, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler. Le livre le livre est sorti des presses la semaine dernière. Donc, c'est plutôt rare d'acheter des essais traduits d'une autre langue. Quand on le fait, on essaie de trouver des partenariats. Bon, évidemment, en langue française, on peut faire des partenariats avec la France. Donc, j'ai un exemple d'un livre qui s'appelle On Time and Water, du temps et de l'eau. C'est un livre islandais à la base, signé par un écrivain de renommée internationale, Andri Snær Magnason. Et les éditions Exerce se sont liées en partenariat avec les éditions Le Duc pour produire la traduction française, donc éditer et traduire le texte en français. Donc, pour le territoire européen, ce sont les éditions Le Duc, et pour le territoire canadien-français, XYZ. Donc, on partage les coûts et la chose devient possible tout à coup. Même que il y a même un transfert dans la promotion parce que Québec et France sont un peu plus branchés aussi. Donc, on profite vraiment beaucoup de la visibilité des deux éditions. La coédition permet finalement de partager le fardeau financier de la chose. De pallier à l'absence de subvention. Oui, et on peut avoir accès à la pensée d'un célèbre penseur comme ça. Et on est plus près. Et il se fait des partenariats aussi, donc, avec des éditeurs français qui c'est pas à négliger non plus pour la suite des choses, en dehors des traductions même, je dirais. Donc, on commence à regarder nos catalogues et puis il y a tout à coup, il faut sortir de nos catalogues propres, il faut sortir du Québec, il faut voir un peu ce qui se passe ailleurs, il faut arriver à faire des ponts
parce que c'est difficile, un petit marché comme un autre, francophone, petit marché, donc il faut vraiment essayer d'aller chercher d'autres publics ailleurs. Donc, mais ça, c'est une façon de pallier au manque de subventions pour les livres étrangers. Et j'étais aux éditions de l'Homme avant des éditions XYZ, et c'était un mode de traduction très établi, parce que les éditions de l'Homme ont des partenariats avec des maisons françaises très, très forts. Donc, beaucoup de traductions se faisaient comme ça. C'était très, très, très gagnant. Ça provenait d'autres langues que l'anglais. Oui. Et vous, Patricia, vous traduisez de l'italien que je lisais dans votre notice biographique. Donc, Oui. est-ce que vous avez déjà pu publier une traduction de l'italien vers le français? Oui. Oui, c'est l'édition Le Bout de Ville de Montréal qui ont publié ça. C'est Portrait de Italo Svevo. Ça a été écrit par sa femme dans les années 50. Ça n'avait jamais été traduit en français. Italo Svevo est un auteur italien très, très connu en France, en fait. Et puis, c'est eux qui ont obtenu les droits de traduction de ça. Puis, moi, je leur avais envoyé la traduction d'un auteur italien, d'un roman, en fait, que j'aurais aimé publier ou d'un petit essai, mais finalement, ils m'ont dit qu'ils avaient bien aimé ma traduction, mais qu'ils voudraient que je traduise leur livre en italien plutôt que de publier ma traduction. Et puis, ça s'est fait. Mais c'est ça, eux, ils ont une base aussi en France, donc l'idée, c'est de pouvoir aussi diffuser ce livre-là en France. Puis moi, c'est moi, de mon côté, je connaissais, il y a le gouvernement italien là, qui donne de l'aide à la traduction pour les œuvres publiées à l'étranger, mais je n'ai pas eu de suite à ça. Donc, je pense que le traducteur, dans ce temps-là, est très actif aussi dans la recherche de subventions là, dans ces pays-là, mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc, on est encore en... C'est ça. Si je comprends bien, vous n'avez pas été rémunéré pour cette traduction? Pas encore. Ça va être au pourcentage des ventes. C'est les droits d'auteur. C'est les droits d'auteur, c'est ça. Donc, c'est ça. Bon. Alors, merci. On a fait pas mal le tour des questions que je voulais vous poser, mais j'inviterais peut-être chacun et chacune d'entre vous à faire peut-être un dernier mot de la fin sur la question de la traduction d'essai. Je commencerai par Jonathan, qui n'a pas parlé depuis un bout. Oui, je suis encore là. Mais justement, quand on parlait des langues officielles puis des langues autochtones, je pense que c'est quelque chose... il y a beaucoup de choses qu'on pourrait traduire dans différentes langues autochtones au niveau de la littérature québécoise ou canadienne en général. Joséphine Bacon, ça serait fantastique qu'elle soit traduite dans la plupart des langues autochtones du Canada, par exemple. Et s'il y a des subventions, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire ou essayer de le faire et de le publier? Je pense qu'il faut être audacieux et puis trouver des façons pour que ça fonctionne. Une des solutions pour traduire de différentes langues aussi, certains pays ont mis ça en place, c'est d'avoir leur propre subvention pour payer en Allemagne, par exemple. Il y a des fonds pour traduire les livres en allemand dans d'autres langues, dans d'autres pays. Ça, je pense que c'est quelque chose que le Canada pourrait aussi mettre en place pour que ça aille dans les deux sens aussi. Que Rémi Savard soit traduit en espagnol, par exemple, en allemand. Ça serait fantastique. Et puis, si mon mot de la fin, moi, je pense que Montréal, en particulier, aurait une capacité d'être une capitale mondiale de la traduction vraiment importante, où on pourrait aussi traduire pour d'autres éditeurs, par exemple. Montréal étant une des villes les plus trilingues du monde, une des plus multilingues aussi. Je pense que c'est quelque chose il y a beaucoup de gens qui sont trilingues à Montréal. La proportion de gens qui parlent 3 langues à Montréal est plus élevée que partout ailleurs, pratiquement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne met pas beaucoup de l'avant et qu'on pourrait vraiment dire, OK, s'assumer un peu plus en tant que ville multilingue. C'est bien. Guylaine? Alors, je veux vous remercier pour cette belle conversation dans le cadre du Salon du Livre, parler des essais littéraires, les traductions, c'est merveilleux. Un éditeur, l'éditrice en moi ne peut qu'applaudir. Donc, merci de donner l'occasion de parler de tout ça. Je souligne des belles initiatives qui sont prises aussi par le Conseil des arts, entre autres. Ça fait quelques années maintenant, ils organisent des rencontres d'éditeurs canadiens et étrangers, en fait, plus canadiens sur le territoire, pour que les gens se rencontrent et échangent des propos. Donc, autrement dit, au lieu de se rencontrer dans une foire de droit à l'étranger comme à Francfort, une semaine, 4 jours où on se rencontre, on se donne des rendez-vous, mais il y a tout à coup plusieurs jours qui sont créés comme ça où on réunit des éditeurs canadiens, québécois
et autres. Et puis, on échange et puis il se fait beaucoup de partenariats, il se conclut beaucoup de contrats d'achat de droits comme ça. Et ça ouvre les gens sur les autres, au catalogue, les autres productions. Je trouve que le Conseil des arts, en initiant ces rencontres-là, s'est trouvé comme les babines suivaient les bottines, on dit. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour ce qu'ils veulent provoquer, au fond. C'est au fond que la littérature canadienne rayonne aussi à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc, ça, c'est des initiatives très importantes qu'il faut saluer, qu'il faut soutenir. Bon. Et Patricia, un petit mot de la fin. Oui, bien, merci de l'invitation. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, moi, ce que je pense, peut-être que ce serait aussi une bonne initiative, c'est au Conseil des arts, parce que là, ils acceptent les auteurs canadiens ou les œuvres traduites du français vers l'anglais. Je ne connais pas un auteur canadien, mais s'il y avait un projet proposé par un traducteur canadien, donc ça reconnaîtrait peut-être le travail du traducteur, mais même si ça vient d'une autre langue ou d'un autre pays, mais c'est produit, traduit par un traducteur canadien, ça peut être accepté, ça serait une bonne initiative, je trouve. Proposition. Et je vous remercie vraiment beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette super intéressante table ronde. Donc, Guylaine Girard, Patricia Reynaud-Desgagnés et Jonathan Lamy. Vraiment au plaisir de vous lire et de lire vos publications, Guylaine. Et je remercie aussi le Salon du Livre de Montréal de nous avoir accueillis, ainsi que vous, cher public, qui nous avez écoutés. Et il y aura dans un deuxième temps un moment où le public pourra nous poser des questions. Donc, j'invite le public à le faire. Alors, merci beaucoup et au plaisir.